Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième Monday Sécu. Donc, je me présente, je suis Oussem Zahri, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad et je travaille principalement sur la sécurité applicative, le security by design et les tests d'intrusion. Les Monday Sécu remplacent les Proxy Mondays pour toute la période estivale. Donc, il s'agit des présentations sur plusieurs vulnérabilités web et systèmes avec une partie théorique et une partie pratique. Donc, des fois, avec des labs déjà prêts de la plateforme Portfigure, l'éditeur de la solution de test d'intrusion Burp Suite. Donc, il y a un proxy web qui permet de réaliser des attaques sur les applications web. Et donc, d'autres fois, avec des classes ou des fonctions vulnérables créées lors de la démonstration pour les exploiter par la suite. Donc, je commence toujours par présenter la vulnérabilité d'un point de vue théorique, la façon avec laquelle le hacker peut exploiter la vulnérabilité, son impact et quelques mesures de protection. Et je finis la présentation par la démo. Donc, un petit récap des présentations du mois de juillet. J'ai commencé le 6 juillet par la vulnérabilité numéro 8 dans le top 10 de l'OASP de 2017, qui est la désérialisation non sécurisée. On a vu ensemble comment exploiter une fonction de désérialisation vulnérable pour récupérer un fichier sur le serveur qui héberge l'application en question. Durant cette présentation, on a créé une fonction vulnérable et également le code d'exploitation en PHP pour exploiter cette fonction. Le replay est déjà en ligne sur la chaîne YouTube de Proxiad. Donc, le 13 juillet, c'était la vulnérabilité SSRF. On a vu ensemble comment exploiter la relation de confiance entre le serveur de l'application et d'autres composants pour avoir des données confidentielles. Le 20 juillet, c'était la vulnérabilité XXE. Et on a vu comment accéder à des fichiers en utilisant ce qu'on appelle des entités externes de XML. La semaine dernière, le 27, je crois, oui, c'était la faille XSS. C'était une sorte d'introduction aux attaques XSS. Donc, on a vu ensemble comment peut-on détecter la présence de ces failles dans les applications web et plusieurs techniques de l'OASP pour remédier à cette vulnérabilité, notamment l'encodage et la validation des entrées. Donc, aujourd'hui, on va voir la faille numéro 3 dans la liste du top 10 de l'OASP, qui est l'exposition des données sensibles. Et contrairement aux présentations de l'XCSS, cette présentation sera plus technique avec 6 ou 7 labs, si je ne me trompe pas. Pour justement couvrir tous les axes et les scénarios d'attaque possibles. Comme je viens de dire, la présentation d'aujourd'hui est sur la vulnérabilité numéro 3 du top 10 de l'OASP de 2017, qui est l'exposition des données sensibles. Donc, cette vulnérabilité a été détectée plusieurs fois lors des tests d'intrusion dernièrement, ce qui fait qu'elle est passée de la 6e à la 3e place dans la liste de l'OASP. Et depuis mon expérience personnelle, bon, on va dire 90% des tests d'intrusion que j'ai effectués, cette vulnérabilité était présente avec des fois impact faible ou même élevé. Ok, donc le sommaire, comme d'hab, je vais commencer par présenter la vulnérabilité, son impact, quelques mesures de protection et on finit toujours la présentation par une démo technique. Ok, donc c'est parti. La divulgation d'informations sensibles se produit lorsqu'un site web diffuse involontairement des informations sensibles à ses utilisateurs. Selon le contexte, les sites web peuvent divulguer toutes sortes d'informations à un attaquant. Par exemple, des données sur d'autres utilisateurs, comme par exemple les noms d'utilisateurs ou des informations financières, aussi des données commerciales. Enfin, aussi, ça peut être des détails techniques sur le site web et son infra. En fait, la divulgation d'informations techniques peut parfois être grave. C'est vrai que certaines de ces informations, ils ont on va dire, importance limitée, mais elles peuvent constituer un point de départ pour exposer une surface d'attaque supplémentaire, ce qui peut contenir d'autres vulnérabilités intéressantes. Et parfois, les informations sensibles peuvent être diffusées à des utilisateurs qui naviguent simplement sur le site web de manière normale. Mais le plus souvent, c'est qu'un attaquant doit obtenir la divulgation d'informations interagissant, enfin, en faisant des interactions avec le site web de manière, on va dire, malveillante.
Il va analyser donc les réponses de ce site web pour tenter d'identifier les composants, on va dire, vulnérables ou intéressants au point de vue de l'attaquant. Donc, généralement, dans la plupart des cas, on associe la vulnérabilité d'exposition des données sensibles à la méthode de chiffrement ou l'utilisation de TLS, pardon, pas TLS, de SSL, ou les clés de chiffrement obsolètes. Et même sur le site de l'OAS, en fait, il y a une grande partie qui parle de ça. Et à mon avis, c'est très important d'avoir un chiffrement robuste, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir cette faille. Je vous donne quelques exemples de base sur la divulgation d'informations sensibles. Par exemple, révéler des noms de répertoires cachés. Aussi fournir un accès, par exemple, aux fichiers de code source via des backups, ce qu'on appelle les sauvegardes en français. Aussi le fait de mentionner explicitement des noms de tables de la base de données dans les messages d'erreur. Aussi, ça peut être l'exposition des informations très sensibles, comme par exemple les cartes de crédit, et aussi le codage en dire, ce qu'on appelle le codage en dire des clés ou des adresses IP, ou par exemple aussi des références à des bases de données. Tout ça dans le code source. Et donc ici, la question qui se pose, comment peut-on savoir si mon application est vulnérable à cette faille? Et bah, le fait de ne pas supprimer le contenu interne du contenu public, par exemple, les commentaires des devs qui sont dans le labellisage sont parfois visibles par les utilisateurs dans l'environnement de production. Aussi, par exemple, le fait de ne pas désactiver les fonctions de débogage peut parfois fournir aux attaquants des outils, on va dire, utiles pour les aider à obtenir des informations sensibles. Aussi, les configurations par défaut peuvent également rendre les sites vulnérables, par exemple, en affichant des messages d'erreur, on va dire, trop verbeux. Un autre exemple aussi, si un site web renvoie les réponses lorsque différentes erreurs se produisent. Donc cela peut également permettre aux attaquants d'énumérer les données sensibles telles que par exemple les identifiants des utilisateurs valides sur l'application web en question. Ok, donc les vulnérabilités d'exposition d'informations sensibles peuvent avoir un impact direct et indirect en fonction de la finalité de ce site web. Et par conséquent, les informations qu'un attaquant est en mesure d'avoir ou d'obtenir. Dans certains cas, le seul fait de divulguer des informations sensibles peut avoir un impact important sur les parties concernées. Par exemple, une boutique en ligne qui diffuse les données de la carte des crédits de ses clients. Donc, ça peut avoir des conséquences plus graves. D'autre part, la fuite d'informations techniques, telles que par exemple la structure du répertoire ou les bibliothèques utilisées, enfin, c'est pas, en vrai, c'est pas, divulguer la version des bibliothèques ou les répertoires, ça n'a pas un impact direct. Mais entre, comment on dit, des mauvaises mains, ces informations pourraient être les informations clés nécessaires pour justement réaliser une attaque ou un ensemble d'exploits. Dans ce cas, la gravité dépend de vraiment ce que l'attaquant est capable de faire avec ces informations. Ok, donc pour les mesures de protection. En fait, il est trop difficile d'empêcher complètement la divulgation des informations en raison de la grande diversité des moyens par lesquels elle peut se produire. Mais il existe quelques bonnes pratiques générales qu'on peut suivre pour minimiser le risque de ce genre de vulnérabilité. Par exemple, assurer que toutes les personnes impliquées dans la production du site web sont pleinement conscientes des informations considérées comme sensibles. Parfois, les informations apparemment sans risque peuvent être beaucoup plus utiles à un attaquant que les gens ne le pensent. En mettant par exemple en évidence ces risques, on peut faire en sorte que les informations sensibles soient traitées de manière plus sûre, en général par l'organisation qui produit ce site web. Aussi, dans le cadre de l'assurance qualité, ce qu'on appelle le PAC, le plan d'assurance qualité, on peut vérifier statiquement le code pour détecter ce genre de divulgation d'informations, qui devrait être relativement facile d'automatiser certaines tâches associées, telles que par exemple la suppression des commentaires des devs du code source. On peut également aussi
utiliser des messages d'erreur génériques et vérifier que toutes les fonctions de débogage ou de diagnostic sont désactivées dans l'environnement de production. Ok, maintenant on va passer à la démonstration. Je vous ai mis, comme d'habitude, des captures d'écran des labs avec l'explication à gauche pour tous les labs durant cette présentation. Ok, on va accéder au lab. Ok, donc on va commencer par le premier lab. Donc, au cours de développement des applications, ce qu'on appelle les commentaires HTML en ligne sont parfois ajoutés au balisage. Donc, ces commentaires sont généralement supprimés avant que les changements ne soient déployés dans l'environnement de prod. Mais il arrive parfois que les commentaires soient oubliés, manqués ou même laissés délibérément parce que quelqu'un n'était pas conscient des implications en matière de sécurité. Bien que ces commentaires ne soient pas visibles sur la page, ils peuvent être facilement accessibles en utilisant Burp Suite, par exemple, ou même les outils de développement intégrés par le navigateur. Donc, parfois, ces commentaires contiennent des informations utiles à un attaquant. Par exemple, ils peuvent faire référence à un répertoire caché ou fournir des indices sur la logique de l'application. C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce premier lab où la fonctionnalité admin est accessible directement dans le code source et aussi sans aucun mécanisme d'authentification. On va accéder au lab ensemble. Et ici, on va voir dans le code source de l'application et on va voir ce petit script qui contient le lien vers l'interface admin. Donc, on va faire un petit copier-coller de ça. On va poster ici. Et comme ça, on a l'accès à cette fonctionnalité sans aucun mécanisme de fonctionnalité. C'est parce que le dev il a oublié de supprimer cette entrée, disons, sensible. Donc, pour résoudre le lab, il nous demande de supprimer l'utilisateur Carlos. On va faire delete. Comme ça, il nous affiche que le lab a été résolu. Donc, très simple lab. Ça, c'est pour le premier lab. Ok, donc deuxième lab. Donc, on va dire l'une des causes les plus fréquentes de la divulgation d'informations est la diffusion des messages d'erreur verbeux. Donc, en général, il faut faire très très attention à tous les messages d'erreur qu'on rencontre lors d'un contrôle. Donc, les messages d'erreur peuvent fournir des informations sur les différentes technologies utilisées par le site web, par exemple. Ils peuvent citer explicitement un type, par exemple, de base de données ou un serveur que le site web utilise, ainsi que son numéro de version. Donc, ces informations peuvent être utiles car on peut facilement chercher les exploits documentés qui peuvent exister sur cette version. On va sur ExploitDB, on met le numéro de version de logiciel, il nous affiche toutes les vulnérabilités avec les exploits associés pour justement permettre aux hackers d'utiliser cet exploit déjà prêt pour voilà, hacker ou avoir des données confidentielles dans l'application web. Et de même, il est possible aussi de vérifier s'il existe des erreurs de configuration courantes ou des paramètres par défaut dangereux et exploitables. Donc, ce qu'on va faire dans ce lab, pareil, on va accéder au lab. Ici, on va utiliser Burp Suite. On va activer l'interception ici et on va intercepter la requête pour pouvoir justement voir le format des messages d'erreur utilisés. Ok, donc ici, je clique ici pour intercepter la requête. C'est bon, il a intercepté. Je l'envoie à repeater. Ici, si je fais simple, vu que le produit existe, il va afficher un 200 OK comme si le produit existe. Je vais essayer de faire en sorte de générer un message d'erreur explicitement. Par exemple, je vais mettre un numéro très grand ici, dans l'ID du produit. Et je refais la même chose. Ici, le message d'erreur, il m'affiche notre fin. Donc ici, on va essayer avec une chaîne de caractères pour voir ce que ça donne. Je vais mettre hello, par exemple.
Et on va voir qu'il nous a affiché un message d'erreur avec la version d'Apache utilisée en bas. Donc, pour résoudre le lab, il suffit juste de mettre la version ici dans le site pour justement résoudre le lab. C'est ce qu'il a demandé dans l'énoncé. Il faut envoyer to solve the lab, obtain and submit the version number of this framework. Donc on va déjà désactiver l'interception avec burp. On voit la solution. Je crois qu'il faut mettre juste le numéro. Voilà. Et il nous affiche le lab a été résolu. Ok, ça c'est pour le deuxième lab. Ok, donc pour le troisième. Donc, comment dirais-je, plusieurs applications web génèrent généralement des messages d'erreur et des journaux personnalisés qui contiennent des grandes quantités d'informations sur le comportement de l'application. Si ces informations sont utiles pendant le dev, elles sont également utiles pour un attaquant si elles sont divulguées dans l'environnement de production. Donc, les messages de débogage peuvent parfois contenir des informations, on va dire, importantes pour le développement d'une attaque, comme par exemple des noms de fichiers de réparatoires sur le serveur ou clés utilisées par l'application pour chiffrer les données transmises vers le client. Et donc, ces informations de débogage peuvent parfois être enregistrées dans un fichier séparé. Et si un attaquant peut accéder à ce fichier, il peut utiliser ces données pour justement comprendre l'état d'exécution de l'application ou l'état de la logique en fait de l'application. Ce qu'on va faire ici dans l'application, on va accéder au lab et on va voir ensemble le code source de cette page. Et tout en bas, on va trouver un lien vers une page PHP Info qui va contenir une clé secrète, une clé confidentielle secrète. Donc, on va copier ça. Et on va mettre ici. Et il nous demande dans le lab d'avoir le secret key ici. Je vais juste faire un copier-coller. Et voilà, on a la clé secrète qui permet, c'est une clé d'authentification. Je ne sais pas exactement quelle sorte de clé, pardon. Mais voilà, c'est une clé qui est censée être confidentielle et cachée de cette page. Ok, on va copier la clé. Comme ça. Et on va transmettre la clé pour justement résoudre le lab. J'ai fait un copier-coller. Copie. Juste transmettre la clé. Et voilà, le lab a été résolu. Ok, ça c'est pour le lab numéro 3. On va passer ensemble au lab 4. C'est des labs faciles. À part le dernier et l'avant-dernier, c'est un peu plus difficile à exploiter. Ok, donc ici on a quoi? User ID control bypass parameter. Ah oui. Ok, donc généralement dans les applications web, le profil d'un utilisateur dans une application contient des informations sensibles, telles que l'adresse électronique de l'utilisateur ou son numéro de téléphone, etc.
Et comme les utilisateurs n'ont pas accès qu'à leur page de compte, cela ne représente pas une vulnérabilité en soi. Mais certains sites web contiennent des failles de logique qui permettent potentiellement à un attaquant d'exploiter ces pages afin de voir les données d'autres utilisateurs. Prenons par exemple un site web qui détermine la page de compte de l'utilisateur à charger en fonction d'un paramètre de l'utilisateur. Donc la plupart des sites web prendront des mesures pour empêcher un attaquant de simplement modifier ce paramètre pour accéder à des pages de compte d'utilisateurs arbitraires. Mais la logique de chargement des données individuelles n'est pas robuste en fait dans la plupart des cas. Donc un attaquant peut genre, être en mesure de charger complètement la page d'un utilisateur, mais dans la logique de récupération et de restitution de l'adresse électronique utilisée, enfin enregistrée par l'utilisateur. Je vous donne un exemple de ne pas vérifier le paramètre de l'utilisateur correspond à l'utilisateur qui est actuellement connecté. Dans ce cas, le simple fait de modifier le paramètre utilisateur permettrait à un attaquant d'afficher les adresses électroniques d'un utilisateur ou des utilisateurs arbitraires qui ont déjà des comptes sur l'application en question. Donc, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire dans ce lab. Donc, on va accéder au lab. On va déjà utiliser les logins d'un utilisateur normal. On va faire login. Et puis, ok. Ici, on va accéder à My Account. Juste, je vais activer l'interception. Et là, ok. Et donc ici, le simple fait, bon, si je fais send, il va m'afficher la page normale avec la clé de l'utilisateur binaire. Et si le simple fait de modifier dans la requête l'utilisateur à Carlos, il va afficher les données relatives à Carlos parce que ici, le mécanisme de contrôle d'accès a été contourné. Donc ici, pour résoudre le lab, il suffit de prendre la clé de Carlos et la mettre sur le site. Je désactive l'interception. Normalement, ici, on a résolu le lab numéro... C'était le lab numéro 4. Ouais. Ok, donc on va passer au lab suivant, qui est le lab numéro 5. Donc, il parle lab sauvegarde. Ah oui. Ok, donc l'obtention d'un, on va dire, accès au code source permet à un attaquant de comprendre beaucoup plus facilement le comportement de l'application et donc de construire des attaques plus graves. Les données sensibles sont parfois même codées en dur dans des fichiers de backup. Donc, il est même possible parfois de faire en sorte que le site expose son propre code source. Lors de la cartographie d'un site web, par exemple, on peut constater que certains fichiers de code source sont explicitement référencés. Et malheureusement, le fait de les demander ne permet généralement pas de révéler le code lui-même. Lorsqu'un serveur traite, par exemple, des fichiers ayant une extension particulière comme .php, il exécute généralement le code plutôt que l'envoyer au client sous forme de texte, par exemple. Mais dans certaines situations, on peut, entre guillemets, tromper le site web en lui demandant de renvoyer le contenu du fichier à la place, par exemple. Et donc, les éditeurs de texte génèrent souvent des fichiers de sauvegarde temporaire pendant que le fichier original est en cours d'exécution ou en cours d'édition. Donc, ces fichiers temporaires sont généralement indiqués de manière ou d'autre, par exemple en ajoutant une extension de fichiers différente. Et donc, la demande d'un fichier de code utilisant une extension de fichier de sauvegarde peut parfois vous permettre
comment dirais-je, de lire le contenu de fichier dans la réponse. Donc, on va essayer ça ensemble. Ok, on va voir le code source de l'application. Le code source. Et ici, nous ne trouvons rien. Je vais essayer une autre option, c'est d'aller sur robots.txt. Et là, donc, on trouve le fichier de backup. Enfin, plusieurs sites web genre, fournissent des fichiers à l'adresse slash robots.txt ou même slash sitemap.xml pour aider les robots, enfin les robots ou les robots, enfin, à naviguer sur leur site. Entre autres, ces fichiers énumèrent souvent, enfin, ils font une énumération des répertoires spécifiques pour que ce qu'on appelle les crawlers ou les crawlers en français doivent ignorer. Par exemple. Donc les crawlers ne doivent pas accéder à ce fichier qui est slash backup parce ils peuvent contenir des informations sensibles. Donc, ce qu'on va visiter, non, c'est le slash backup, le fichier de backup. C'était ici. Ici, on va trouver un fichier de backup. Ici, on cherche très bien dans le code, enfin dans le backup, on va trouver un mot de passe SQL qui est codé en dur ici directement. Donc, on va prendre ce mot de passe et on va le poster directement dans la réponse du site. Ici, on va faire submit selection et hop, on transmet le mot de passe et puis il nous indique que le lab a été résolu. Ok. Donc, le lab 6. Donc, les devs, enfin, c'est Trace, oui, c'est le lab avec la fonctionnalité Trace. Ouais. Donc, les devs, généralement, peuvent oublier de désactiver des options de débogage dans l'environnement de prod. Par exemple, la méthode de HTTP trace ou HTTP trace est genre est faite pour des fins de diagnostic. Si elle est, enfin, s'il est arrivé, le serveur web répondra aux demandes qui utilisent la méthode trace en faisant écho dans la réponse à la demande exacte qui a été reçue. Donc ce comportement est souvent prévu, mais il conduit parfois à la divulgation des informations. Et donc cela, on va utiliser la méthode trace pour essayer de contourner le mécanisme de contrôle d'accès pour cette application. C'est parti pour cela. On va se connecter avec le login et mot de passe qui sont une et Peter. Cette présentation peut-être va prendre un petit peu plus de temps que prévu vu qu'on a plusieurs labs. Donc, ok. Et là, on va intercepter la requête avec peur. Ouais. Du coup, ici, on a la requête. Ici, on essaie par exemple get /admin pour accéder à la page admin de l'utilisateur. Il va nous afficher que on ne peut pas accéder à la fonctionnalité admin vu que la requête provient d'une source non fiable qui n'est pas localhost. On va faire on va remplacer le get par trace. Et on envoie. Ici, on nous indique que l'adresse IP est mentionnée dans ce paramètre-là. Et donc, pour contourner ça, on va remplacer cette adresse-là par l'adresse de loopback qui est 127.0.0.1 pour dire qu'au site web, on est une adresse IP de confiance, donc on peut accéder à la fonctionnalité admin.
Donc, pour faire ça, on va faire juste ça. On va copier, on va aller dans paramètres, proxy, options, et on va dire à bord, on va ajouter une règle, on va dire à bord, à chaque fois où on trouve ça, on va le remplacer par 127.0.0.1 dans toutes les requêtes qui passent par bord. Donc, OK, la règle est activée. On va refresh la page, on va retourner à la page, on va désactiver l'interception. Et ici, toutes les requêtes vont passer par bord sans les intercepter. Et donc, ça va être l'adresse IP, ça va être remplacé par notre nouvelle adresse IP qui est 127.0.0.1 dans la requête. Et ici, il nous rajoute le admin panel. Si on intercepte la requête ici avec burp, il va nous indiquer que l'adresse a été modifiée à 127.0.0.1 et du coup, on peut accéder à l'interface admin sans aucun problème. Donc ici, voilà, on peut accéder à l'interface, on peut supprimer l'utilisateur, on peut supprimer d'ici ou même directement sur l'interface. Ici, il suffit de mettre date name égale à Carlos et transmettre la requête, ou ici on va avec la méthode avec l'interface graphique directement, on va accéder à l'interface de l'admin et supprimer directement l'utilisateur Carlos. Je vais essayer ça. Et normalement, ça a été supprimé, l'utilisateur. Okay, si je refresh la page, voilà, il me dit que l'utilisateur a été supprimé et du coup, le lab a été résolu. Ok, donc ça, c'était l'avant-dernier lab. Pour le dernier lab pour aujourd'hui, donc qui est un petit peu plus dur, enfin un petit peu plus difficile à exploiter que les précédents, puisqu'il utilise un mécanisme de session basé sur la sérialisation et donc vulnérable à l'injection arbitraire de code. Donc pour le résoudre, il faut créer et injecter un objet sérialisé malveillant pour supprimer le fichier qui est moral.txt du répertoire personnel de l'utilisateur Carlos. Mais avant cela, il faut obtenir un accès au code source de la fonctionnalité ou la fonction vulnérable pour justement pouvoir créer notre exploit. Et donc, pour ceux qui connaissent pas la vulnérabilité de désérialisation non sécurisée, je vous invite à regarder le premier Monday Sécu sur la chaîne YouTube de Proxiat qui parle justement de la vulnérabilité de désérialisation non sécurisée. Donc c'est parti. Mais avant ça, il nous donne une sorte d'indice qu'on peut parfois lire le code source en ajoutant le petit tilde au nom de fichier, de l'application. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire pour avoir accès au code source de l'application. Ok, donc c'est parti. J'ai désactivé Burp, ok. Donc, comme là, winner, Peter. Login. Peter. Ok. Save. Ici, je recte un deux sur le code source. Et voilà le fichier qu'il faut supprimer pour résoudre le lab. Je vais juste le copier. Et ok, donc, et je vais intercepter la requête par burp. Burp suite, proxy, intercepteur. Et ok, donc on voit très bien que l'application utilise la sérialisation. Enfin, on ne voit pas parce que c'est codé en base 64. Juste, je vais décoder ça. Hop, et oh, je me suis trompé. Voilà. Voilà. Et du coup, on voit le format de désérialisation. J'explique vite fait la syntaxe.
Donc, O pour objet avec quatre caractères user. Cet objet sérialisé contient deux paramètres qui sont là. Un string avec 8 caractères qui est username. Après, le contenu de username, c'est un string de 6 caractères. Et après, le string qui est 12 caractères, qui est l'access token, avec 32 caractères qui sont le contenu de ce token. Ok, donc c'est parti, je vais faire ça. Oups. Je vais recoder ça en base 64 parce qu'ils n'acceptent pas les, des objets sérialisés comme ça. Ok. Ici, on va mettre l'accès vers le fichier vulnérable de cette application qu'on va exploiter en utilisant la fonction de sérialisation. Ok, donc c'est parti. Et on utilise l'indice qui nous a indiqué, c'est d'ajouter le petit tilde à la fin pour avoir accès au code source. Et, ok, et donc ici, il nous donne le code source de l'application vulnérable et on voit très bien qu'il utilise des fonctions, ce qu'on appelle les magic methods. Je vous invite à regarder, ceux qui ne connaissent pas la désérialisation non sécurisée, je vous invite à regarder le replay du premier Proxy Mondays. Il va vous expliquer avec plus de détails, enfin vous allez voir avec plus de détails la fonction de sérialisation, désérialisation et les fonctions vulnérables durant cette vulnérabilité. Ok, ici ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la classe custom template contient la magic method d'extract. Celle-ci appartient à la méthode unlink et sur l'attribut qui est logFilePath qui supprimera le fichier sur ce chemin. Donc ici, on va copier le code et on va essayer de créer ensemble un exploit qui permet d'exploiter cette fonction vulnérable. Copier. Ici, on va l'appeler code.php. Je vais utiliser, c'est plus facile. Ok, on va le laisser à côté et on va créer notre exploit PHP pour sérialiser un objet qui a le même nom, qui est Keystone Template, et en mettant le chemin vers le fichier qu'on voudrait supprimer et exploiter la désérialisation non sécurisée pour supprimer le fichier en question. Ok, donc c'est parti. Donc, on va créer notre code. Enfin, on va l'appeler attaque.php. On va créer la même classe qui est custom. Après, on va créer une classe, une fonction ce qu'on appelle les magic methods, qui va s'appeler construct. Et ici, on va utiliser la variable logFilePath pour indiquer le chemin vers le fichier qu'on voudrait supprimer. Ok, donc, et la variable qui est là, on va mettre le fichier qui est le fichier indiqué dans l'énoncé du lab, qui est moral.txt. Juste, je désactive la recherche. Ok, donc on va fermer ça. Oups, j'ai mis de code. Avec le point virgule à la fin. Ici, on va créer notre objet qui va être la custom template. Ok. Ici, on va sérialiser cet objet. L'objet qu'on vient de créer. Et un petit echo/n
pour le retourner. Ok, normalement, on est bon. Juste, je vais essayer là. Je vais mettre PHP. PHP. J'ai rajouté un petit E de plus ici. Et voilà, nous avons la fonction sérialisée. On va l'injecter dans la requête. Ce que j'ai fait, c'est juste sérialiser un objet qui contient le chemin vers le fichier pour exploiter, faire le fichier en question pour exploiter la fonction de désérialisation non sécurisée de l'application. Donc c'est juste ça. Ok, donc je reviens à Burp, je remplace cette entrée par notre objet sérialisé et on va l'encoder en base 64. Ok, donc CTRL T et on va envoyer et on va voir ce que ça donne. Juste j'enlève ça. Et normalement on est bon. Je vais voir si le lab a été joué. Non, normalement on a fait une erreur, je sais pas où. Je vais regarder la fonction. Ok, donc log file. Ok, donc classe custom template, j'ai utilisé le même nom. Template, avec function console, log file. Ah oui, j'ai fait une faute de frappe ici, le mot c'est en minuscule. Ouais, non, je vais refaire la même chose. Juste, je fais en sorte que c'est bon, normalement. Custom template. Avec un seul objet qui contient 14 caractères. Il passe après avec 23 le lien vers le. Normalement, on est bon. Copie, je vais retourner, je vais faire une autre requête comme ça va garder la session. Ok, donc j'active l'interception. Et ici, je fais j'envoie ça à repeater. Je supprime ça, cette entrée, et je la modifie pour notre objet sérialisé. Et je fais l'encodage en ligne, et j'envoie ça. Et donc, normalement, on est bon. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, donc on est bon, le lab a été résolu parce que voilà, on a remplacé la fonction on a exploité la fonction de désérialisation, avec les magic methods. Donc on a fait un petit exploit. Donc voilà. Juste j'ai créé la même fonction avec la fonction construct qui est magic method. J'ai mis le chemin vers le fichier en question qui doit être supprimé. J'ai sérialisé l'objet et j'ai injecté ça dans la requête HTTP. Et du coup, ça permet de supprimer justement le fichier parce qu'on a exploité la fonction de désérialisation. Ok, donc je vous invite si vous n'avez pas compris le principe de sérialisation, désérialisation, je vous invite à regarder le replay du premier Monday SQ. Donc, il est disponible dans la page, dans la chaîne YouTube de Proxial. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse la parole si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous.